Bienvenue à un voyage extraordinaire, où les frontières entre la réalité et le rêve s'estompent, et où la promesse de l'abondance brille comme une étoile filante dans le firmament de nos vies. Nous sommes sur le point de nous aventurer dans un univers de possibilités infinies, guidés par la sagesse éthérée d'Earl Nightingale, un visionnaire dont les mots résonnent dans les cœurs de ceux qui cherchent à démêler les mystères du succès et de la prospérité. Imaginez, un instant, que vous marchez sur un sentier recouvert de poussière d'étoiles, éclairé par la lumière magique de l'aube. Autour de vous, l'air est imprégné d'une énergie palpable, une force cosmique qui vous invite à découvrir les trésors cachés au plus profond de votre être. Ce n'est pas un voyage ordinaire, c'est un voyage vers l'abondance, où chaque pas vous rapproche de la réalisation de vos rêves les plus sauvages et débordants. Dans cet audiolivre, vous vous plongerez dans un océan de connaissances intemporelles, où les paroles d'Earl Nightingale deviennent la boussole qui guide votre chemin vers la richesse intérieure et extérieure. Des recoins les plus sombres de l'esprit aux sommets les plus élevés du succès, chaque chapitre vous rapprochera un peu plus de votre destination finale, la plénitude et la prospérité sous toutes ses formes. Préparez-vous à embarquer pour un voyage de transformation, où les limites s'estompent et les possibilités sont infinies. Avec chaque mot, chaque murmure du vent cosmique, vous sentirez votre esprit s'élever vers de nouvelles hauteurs de réalisation et d'abondance. C'est le chemin de l'abondance, et vous, cher auditeur, êtes sur le point d'entreprendre le voyage de votre vie. Bienvenue à bord. Tout le monde veut obtenir de bons résultats dans la vie, que ce soit à la maison, au travail ou dans son cercle social. Le facteur le plus important qui garantit de bons résultats est une attitude saine. L'attitude est le mot magique. L'attitude se définit comme la position qui indique une action, un sentiment ou un état d'esprit, et ce sont nos actions, sentiments ou états d'esprit qui déterminent ceux des autres. Notre attitude dit au monde ce que nous attendons en retour. Si c'est une attitude joyeuse et des attentes élevées, cela transmet à tout le monde que nous attendons le meilleur dans nos relations interpersonnelles. Tu verras, si nous tendons à être à la hauteur de nos attentes, les autres nous donneront, selon leurs attitudes, ce que nous attendons. Notre attitude est quelque chose que nous pouvons contrôler. Nous pouvons établir notre attitude chaque matin en commençant la journée. En fait, nous le faisons, que nous en soyons conscients ou non, et les membres de notre famille, en réalité toutes les personnes de ce monde, nous reflètent l'attitude que nous leur présentons. Notre attitude envers la vie détermine l'attitude de la vie envers nous. C'est une question de cause à effet. Tout ce que nous faisons causera un effet correspondant. Si nous sommes joyeux et contents d'expérimenter ce miracle de la vie, les autres reflèteront cette bonne humeur et nous serons des personnes très agréables pour eux. Toi et moi sommes responsables de nos vies et produisons des causes jour après jour. L'environnement ne peut que nous renvoyer un effet correspondant. C'est pourquoi je dis que chacun de nous détermine la qualité de sa propre vie. Nous recevons ce que nous émettons. Voici une façon d'évaluer la qualité de ton attitude dans le passé. Dirais-tu que les gens ont tendance à réagir de manière souriante et positive en te saluant amicalement lorsque tu apparais? Ta réponse à cette question dira tout. Je me souviens quand un homme et sa femme ont acheté une maison en face de la mienne en Floride. Le couple avait déménagé du Minnesota. Ils avaient planifié cela pendant des années car ils en avaient assez des hivers du Nord. Plusieurs mois ont passé et un jour, j'ai été surpris de les voir faire leurs valises. J'ai traversé la rue et j'ai demandé à l'homme s'il partait. Il a hoché la tête et a dit « Ma femme déteste être ici, nous retournerons à la maison. » Je lui ai demandé comment il était possible que sa femme déteste cet endroit, qu'est-ce qu'elle n'aimait pas. Après quelques questions, la vérité est sortie. Ici, elle n'a pas été acceptée, a dit l'homme. Les autres femmes de la communauté l'ont laissée seule. Elle n'a fait aucune amie et elles ne lui ont pas demandé de participer à aucune des activités qu'elle faisait. Je lui ai demandé si elle avait dit aux autres femmes qu'elle était intéressée à participer aux activités communautaires. Il a cessé ce qu'il faisait et m'a regardé. Non, dit-il. Elle ne l'a pas fait. Elle a attendu que les femmes le lui demandent, elle est restée à la maison en attendant qu'elles viennent la chercher. Elles ont sûrement pensé qu'elle était renfermée et qu'elle ne voulait pas se faire d'amis, donc elles l'ont laissée seule, lui ai-je commenté. Il y a eu un long silence puis l'homme a hoché la tête. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé, dit-il. En effet,
Les femmes du quartier auraient dû s'approcher d'elle, se présenter ou l'inviter à un thé ou à un déjeuner, mais elles ont réagi en fonction d'elle. La femme ne savait pas que la communauté ne pouvait que lui renvoyer un reflet de sa propre attitude. Il s'agissait d'une femme de 60 ans qui n'avait jamais appris la première règle importante pour vivre avec succès, que notre environnement nous reflète toujours, car c'est un miroir souvent impitoyable de nous-mêmes. Dès qu'une personne commence à changer, son environnement le fera également. Et cela fonctionne ainsi, une grande attitude apporte de grands résultats, une bonne attitude de bons résultats, une attitude moyenne ou régulière des résultats moyens ou réguliers, et une mauvaise attitude de mauvais résultats. Chacun de nous façonne sa propre vie, et jusqu'à un point totalement inattendu, la forme, la texture et la qualité ou le manque de qualité de nos existences sont déterminés par notre attitude habituelle. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas si facile. Pour la plupart d'entre nous, apprendre cette nouvelle habitude prend du temps. Cependant, dès qu'elle fera partie de nous, notre monde changera radicalement, tout comme si nous sortions d'une caverne sombre pour aller vers la lumière du jour. La plupart des gens ne pensent jamais à leurs attitudes, ils cherchent juste à commencer la journée de manière neutre. Leurs attitudes ne sont ni bonnes ni mauvaises et ils essaient d'être prêts à refléter tout stimulus, bon ou mauvais, qu'ils rencontrent. Ce sont des caméléons qui passent la journée à réagir à ce qui se présente à eux. Voilà pourquoi il est si important que nous contrôlions nos attitudes pour nous assurer qu'elles soient bonnes, voire excellentes. Une personne ayant une mauvaise attitude envers l'apprentissage, par exemple, n'apprendra pas grand-chose. Je suis sûr que tu peux penser à d'autres exemples en te basant sur ta propre vie. Ou si nous adoptons l'attitude que nous ne pouvons pas faire quelque chose, en général, nous ne le ferons pas. Avec une attitude d'échec, nous sommes vaincus avant même de commencer. C'est William James, de l'université de Harvard, le père de la psychologie aux États-Unis, qui a dit « Les êtres humains peuvent transformer leur vie s'ils modifient leurs attitudes mentales ». En essayant de décrire l'attitude qui a également fonctionné pour moi au fil des ans, je me suis retrouvé à utiliser deux mots importants, gratitude et attente. En premier lieu, je remercie l'opportunité de me réveiller chaque matin et de vivre sur la belle et étonnante planète Terre. En second lieu, j'attends le meilleur et les objectifs que je me fixe. Nous parlerons beaucoup plus de ce concept par la suite. J'aime l'idée d'atteindre ces objectifs, d'où l'attitude d'attente. Je sais que le monde me renverra ce que je lui donne sous forme d'attitude. Ainsi, cela dépend de moi, je suis responsable. Il y a des millions d'êtres humains qui vivent des vies étroites, obscurcis et frustrés simplement parce qu'ils adoptent une attitude dubitative envers eux-mêmes et envers la vie en général. Une personne avec une attitude défaillante devient un aimant pour les expériences désagréables, qui tendent à renforcer sa mauvaise attitude, attirant ainsi plus de problèmes, et cela se répète encore et encore. La personne devient un exemple d'une prophétie autoréalisatrice et tout cela est une question, que tu le crois ou non, de nous obtenir ce que nous attendons. Notre vision de la vie est une sorte de pinceau avec lequel nous peignons notre monde. Il peut être lumineux, plein d'espoir et de satisfaction, ou il peut être sombre et lugubre. Parfois, il est difficile de convaincre les gens que le monde dans lequel ils vivent est un reflet de leur attitude. Ils adoptent l'attitude que si les gens étaient gentils avec eux, ils le seraient aussi. Mais c'est comme se tenir devant un tas de bois et attendre qu'il nous réchauffe, mais jusqu'à ce qu'on allume le feu, il n'y aura pas de chaleur. Il faut agir en premier, tout doit commencer quelque part, et cela commence par nous. L'attitude est le reflet de la personne que nous portons en nous. Pense un moment aux personnes qui naviguent de succès en succès dans la vie et qui, lorsqu'elles échouent à quelque chose, haussent les épaules et reprennent leurs activités. Partout où vous trouvez des gens faisant un travail exceptionnel avec des résultats exceptionnels, vous trouverez des individus avec une bonne attitude. Ces personnes adoptent l'attitude qu'elles peuvent obtenir ce qu'elles veulent, que la réussite est l'ordre naturel des choses, et c'est vraiment le cas, et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle elles ne pourraient pas avoir autant de succès et être aussi compétentes que n'importe qui d'autre. Elles ont une bonne attitude envers la vie et envers les choses qu'elles veulent obtenir. C'est pourquoi elles peuvent accomplir des choses extraordinaires. Les autres pourront les qualifier de réussis, brillants ou chanceux. Cependant, souvent, elles ne sont pas plus intelligentes ni plus talentueuses que la majorité des gens, mais elles ont la bonne attitude.
Leur réalisation ne leur semble pas trop difficile, simplement parce que très peu essaient vraiment. Quant à la chance, oubliez-la. La chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité, et l'opportunité est présente en tout temps. Une personne peut être très efficace dans son travail, mais si son attitude n'est pas excellente, c'est un échec. Un robot peut faire un excellent travail, mais seul un être humain peut l'anoblir et l'imprégner de la magie humaine, le faire vivre, chanter et vraiment en valoir la peine. Cela, mon ami, fait toute la différence. Les personnes réussies viennent de toute taille, forme, âge et couleur. Elles ont également des niveaux très divers d'intelligence et d'éducation, mais elles ont quelque chose en commun. Elles attendent plus de bonnes choses de la vie que de mauvaises, elles cherchent à réussir plus souvent qu'à échouer, et elles y parviennent. Il y a sûrement des choses que tu veux et qui en valent la peine. Adopte l'attitude qu'il y a beaucoup plus de raisons d'atteindre ces objectifs que d'échouer dans la tentative. Poursuis-les, garde une attitude positive, joyeuse et pleine d'attente, et tu les obtiendras. À mesure que tu le feras, tu grandiras jusqu'à atteindre de nouveaux sommets et seras capable d'accomplir encore plus. Souviens-toi de ceci, le monde dans lequel nous vivons et travaillons est un miroir de nos attitudes et attentes. Si nous pensons que notre environnement pourrait s'améliorer, nous serons capables d'y parvenir en améliorant notre attitude. Le monde n'a pas de favoris, il est impartial, il ne se soucie pas de savoir qui change, qui réussit ou qui échoue. Notre attitude envers la vie nous affecte plus que le monde et ses habitants. Il serait impossible de calculer le nombre de postes, de promotions, de bonnes notes et de ventes qui ont été perdus ou de mariages qui se sont ruinés à cause de mauvaises attitudes. Et on peut compter par milliers les emplois que l'on occupe mais que l'on déteste, les mariages que l'on tolère mais qui ne sont pas heureux, et les parents et enfants qui ne se comprennent ni ne s'aiment, tout cela à cause de personnes qui attendent que le monde et les autres changent d'abord. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils reçoivent est un reflet d'eux-mêmes. Rien ne peut changer tant que nous ne le faisons pas. À ce moment-là, nos mondes se transformeront. La réponse est l'attitude. Comment développer une bonne attitude? De la même manière que l'on développe toute autre compétence, avec de la pratique. C'est une bonne idée de coller un petit mot avec le mot attitude sur le miroir de la salle de bain pour que tu le vois chaque matin dès le réveil. Tu pourrais en avoir un autre dans ta voiture et un autre encore à ton lieu de travail. Il faut sourire davantage, parler aux gens et aller à la rencontre des autres. Tout ce que nous voulons faire ou obtenir dans le monde doit être réalisé avec et à travers les gens. Chaque centime que nous gagnons doit provenir des gens. La personne que nous aimons et avec qui nous voulons passer le reste de notre vie est un être humain avec qui nous devons interagir. Nos son sont individus, chacun different tout autre personne que existe, etc. que les effects le plus est notre attitude. La gentillesse amani tuels voyant et ressentent quand nous sommes près d'eux. Commence à développer et à maintenir une attitude qui dit oui à la vie et au monde, et tu seras surpris des changements que tu verras. Quelqu'un a dit un jour, la vie est ennuyeuse seulement pour les gens ennuyeux. C'est vrai, et il est également vrai qu'elle est intéressante seulement pour les gens intéressants, et réussie seulement pour les gens réussis. Nous devons être la personnification du succès. Il faut rayonner de succès même avant qu'il n'arrive. Nous devons d'abord devenir mentalement les personnes que nous voulons être du point de vue de l'attitude. Il y a de nombreuses années, un journaliste a demandé à un restaurateur célèbre de Los Angeles quand il avait atteint le succès. Le restaurateur a répondu, « J'ai eu du succès depuis que j'étais ruiné. Je savais ce que je voulais faire et je savais ce que je ferais, ce n'était qu'une question de temps. J'avais une attitude de succès bien avant d'avoir atteint la prospérité. » Goethe, le grand écrivain allemand, l'a exprimé de la manière suivante, « Avant de pouvoir faire quelque chose, il faut être quelque chose. » Mais permettez-moi de vous démontrer mon point de vue avec un exercice. Si tu le fais consciencieusement et te concentres dessus chaque jour, tu verras comment tu deviendras chanceux comme l'appellent les non-initiés. Toutes sortes de choses merveilleuses commenceront à se produire dans ta vie, et cela te montrera ce que peut signifier une grande attitude. Voici l'exercice, traite chaque individu avec lequel tu entres en contact comme s'il était la personne la plus importante de la Terre. Fais-le pour 3 raisons. Premièrement, en ce qui concerne chaque personne, elle est la personne la plus importante de la Terre. Deuxièmement,
C'est ainsi que les êtres humains doivent être traités. Et troisièmement, si tu fais cela avec tout le monde, nous commencerons à former une habitude importante. Il n'y a rien au monde que les hommes, les femmes et les enfants désirent et ont besoin plus que l'estime de soi, se sentir important, reconnu, nécessaire et respecté. Ils donneront leur amour et d'autres bontés à la personne qui satisfait ce besoin. T'es-tu déjà rendu compte que plus une personne monte dans une organisation, plus elle semble agréable? Cela fonctionne ainsi, plus une personne est grande, plus il est facile de parler, de travailler et de bien s'entendre avec elle, et ainsi, naturellement, elle se trouve au sommet. Cela est dû à leur attitude. Les personnes avec de grandes attitudes se dirigent vers le sommet de toute entreprise ou département dans lequel elles se trouvent. Elles occupent leur poste en grande partie grâce à leur grande attitude, et non l'inverse. Face aux effets de cet exercice, agis avec les autres exactement de la même manière que tu voudrais qu'ils agissent avec toi. Traite les membres de ta famille comme s'ils étaient les personnes les plus importantes du monde. Chaque matin, apporte au monde le type d'attitude que tu aurais si tu étais la personne la plus réussie du monde. Tu verras à quelle vitesse cela devient une habitude. Presque immédiatement, tu remarqueras un changement. Les choses qui te frustraient auparavant commenceront à disparaître. Lorsque quelqu'un de mal informé te fait passer un mauvais moment, ne laisse pas sa mauvaise attitude te contaminer. Conserve ta bonne attitude, continue de sourire, et surtout, reste calme. Si tu conduis et qu'une voiture te coupe la route ou si quelqu'un te traite avec impolitesse, ne réagis pas comme lui. Surus. Les émotions destructrices comme la colère, la haine et la jalousie ne font pas de mal aux autres, elles te font du mal à toi-même. Elles peuvent te rendre malade et te gâcher la vie. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal, pardonne-les vraiment, puis pardonne-toi à toi-même. Tout est passé, le ressasser ne fera que te blesser. Pardonne et oublie, débarrasse-t'en. Ainsi, tu auras surmonté ce genre de choses. À mesure que tu développes une grande attitude, tu te rendras probablement compte que tu t'es déjà positionné sur le chemin vers ce que tu cherches. Peu importe le succès que tu as eu ou non dans le passé, tu seras enchanté par la facilité et le confort de ta nouvelle idée. Les mauvaises attitudes des autres peuvent être contagieuses comme un rhume. Il est important de les voir ainsi, comme quelque chose de contagieux qui ne peut que nous nuire. Nous devons nous en protéger. Nous ne pouvons tout simplement pas perdre du temps avec ces choses. Celui qui a inventé le dicton « La vie est trop courte » savait sans doute de quoi il parlait. Elle est vraiment trop courte pour perdre notre temps précieux à imiter les attitudes des autres, à moins qu'elles ne soient bonnes. Une bonne attitude fait bien plus qu'allumer les lumières de notre monde, elle semble se connecter magiquement avec toutes sortes d'opportunités très convenables qui n'existaient pas avant ce changement. Peut-être que c'est à cela que les gens font référence lorsqu'ils disent que nous avons de la chance. Tout à coup, nous nous retrouvons avec des opportunités venues de nulle part. Mais en réalité, il s'agit de l'effet de cette nouvelle connexion avec le monde qui vient avec une grande attitude. Nous retrouvons à faire les choses plus rapidement et bien mieux. De même, nous nous dirigeons directement vers toutes sortes de réussites soudaines. Lorsque tu commences à développer une meilleure attitude, sache que tu te seras déjà placé parmi les 5% des personnes les plus réussies au monde et que tu auras préparé le terrain. Ensuite, il faudra planter la graine. En résumé, voici quelques points essentiels. Premièrement, c'est notre attitude au début d'une tâche difficile qui favorisera son succès plus que toute autre chose. Deuxièmement, nos attitudes envers les autres déterminent leurs attitudes envers nous. Nous sommes tous interdépendants. Le succès que nous atteignons dans la vie dépendra en grande partie de la qualité de nos relations avec les autres. En tertiaire lieu, avant d'atteindre le type de vie que tu désires, tu dois penser, parler et te comporter dans tous tes domaines comme le ferait la personne que tu souhaites devenir. Garde une image mentale de cette personne aussi souvent que possible. Quatrièmement, souviens-toi que plus tu montes dans une organisation, meilleures sont les attitudes que tu trouveras. Les grandes attitudes ne sont pas le résultat du succès, mais le succès est le résultat des grandes attitudes. Enfin, le désir le plus profond de l'être humain est la reconnaissance et l'estime de soi, il veut se sentir important et savoir qu'il est nécessaire. Cela inclut nos proches et toutes les personnes avec lesquelles nous entrons en contact. Pour que ces principes deviennent une habitude, voici quelques suggestions. Puisque ton esprit ne peut abriter qu'une pensée à la fois,
Fais en sorte que chacune d'elles soit constructive et positive. Cherche le meilleur chez les gens et dans les idées, reste toujours à l'affût de nouvelles pensées que tu peux mettre en pratique dans ta vie. Ne perds pas de temps à raconter tes problèmes à des gens qui ne peuvent pas les résoudre, et ne parle pas non plus de ta santé, à moins qu'elle ne soit bonne ou que tu ne sois en train de discuter avec ton médecin. En dehors de ces exceptions, cela ne te servira à rien, ni à toi ni aux autres. Irradie l'attitude de bien-être et de confiance, ainsi que l'attitude de la personne qui sait où elle va. Toutes sortes de choses bonnes t'arriveront. Enfin, traite chaque personne comme si elle était la plus importante au monde. Commence avec cette habitude, pratique-la constamment et tu en bénéficieras pour le reste de ta vie. Acres de Daïemens. En 1843, un homme est né, un homme qui allait profondément influencer la vie de millions d'êtres humains. Il s'appelait Russell Herman Conwell. Il est devenu avocat, puis éditeur de journaux, et enfin pasteur. Pendant sa carrière ecclésiastique, un incident se produisit qui allait changer sa vie et celle d'innombrables personnes. Un jour, un groupe de jeunes se présenta devant le docteur Conwell dans son église. Ils lui demandèrent s'il accepterait de leur donner des cours de niveau universitaire. Tous voulaient une éducation supérieure, mais n'avaient pas les moyens de la payer. Conwell leur dit de réfléchir et de revenir dans quelques jours. Après leur départ, une idée commença à germer dans l'esprit du docteur. Il se demanda pourquoi il ne pourrait pas y avoir une bonne université pour les jeunes pauvres mais méritants. En peu de temps, l'idée le consuma. Pourquoi pas? C'était un projet qui méritait une dévotion totale, un engagement total. Presque sans aide, le docteur Conwell recueillit plusieurs millions de dollars avec lesquels il fonda l'université de Temple. Aujourd'hui, c'est l'une des principales écoles du pays. Il a recueilli l'argent en donnant plus de 6000 conférences à travers le pays, et dans chacune d'elles, il racontait une histoire appelée Acre de diamant. C'était une histoire vraie qui l'avait profondément marqué et avait eu le même effet sur son public. C'était le récit d'un fermier africain qui avait entendu parler de collègues ayant gagné des millions en découvrant des mines de diamants. Ces histoires enthousiasmèrent tant l'homme qu'il ne tarda pas à vendre sa ferme pour partir lui-même à la recherche des pierres précieuses. Il vendit donc sa propriété et passa le reste de sa vie à errer sur le continent africain. Cependant, il ne réussit pas à trouver les précieuses gemmes. Finalement, épuisé et dans un état de désespoir frénétique, il se jeta dans une rivière et se noya. Pendant ce temps, l'homme qui avait acheté sa ferme traversait par hasard le petit ruisseau de la propriété. Soudain, une brillante lueur bleue et rouge se produisit au fond du ruisseau. Il se baissa et ramassa une pierre de bonne taille. Impressionné, il la plaça sur le manteau de sa cheminée comme une curiosité intéressante. Quelques semaines plus tard, un visiteur prit la pierre, l'examina de près et faillit s'évanouir. Il demanda alors au fermier s'il savait ce qu'il avait trouvé. Quand le bonhomme répondit qu'il supposait que ce n'était qu'un morceau de cristal, le visiteur lui dit qu'il avait trouvé l'un des plus grands diamants jamais découverts. Le fermier avait du mal à le croire. Il dit que son ruisseau était plein de pierres semblables, peut-être pas aussi grosses que celle-là, mais certainement nombreuses. Il est à noter que cette ferme s'avéra être la mine de diamants la plus productive de tout le continent africain. Le premier fermier, sans le savoir, possédait des acres de diamants, mais il les avait vendus pour presque rien afin de les chercher ailleurs. La morale est claire. Si l'homme avait pris le temps nécessaire pour étudier et se préparer à reconnaître l'apparence des diamants bruts et pour explorer en profondeur la propriété qu'il possédait avant de chercher ailleurs, tous ses rêves les plus fous se seraient réalisés. L'aspect de cette histoire qui a tellement touché le docteur Conwell, et par la suite des millions de personnes, était l'idée que chacun de nous se trouve en ce moment au milieu de ses propres acres de diamants. Si seulement nous avions la sagesse et la patience d'explorer de manière intelligente et efficace le travail dans lequel nous sommes actuellement engagés, et de nous explorer nous-mêmes, nous trouverions généralement les richesses que nous cherchons, qu'elles soient économiques, intangibles ou les deux. Avant de courir vers ce que nous croyons être des pâturages plus verts, voyons si les nôtres ne le sont pas aussi. On dit que si l'herbe d'un autre semble plus verte, c'est très probablement parce qu'elle est mieux entretenue. De plus, pendant que nous regardons les autres pâturages, d'autres regardent les nôtres. Peu importe votre objectif, il se pourrait bien que le chemin pour y arriver se trouve dans ce que vous faites actuellement.
Ce n'est que lorsqu'il fut complètement paralysé par la poliomyélite et contraint de puiser dans les ressources de son esprit qu'un courageux fermier eut l'idée de produire sur son ranch des produits à base de viande exceptionnellement bons, créant ainsi l'une des entreprises de conditionnement de viande les plus prospères du pays. Dans sa ferme, il y avait aussi des acres de diamants, mais jusqu'alors, il n'avait jamais creusé pour les trouver. Votre esprit est votre ressource la plus riche. Laissez-le explorer à fond les possibilités cachées dans ce que vous faites actuellement avant de passer à autre chose. Je dis cela parce qu'il y avait probablement de bonnes raisons pour lesquelles vous aviez choisi votre travail actuel au départ. Si ce n'est pas le cas et que vous ne vous sentez pas heureux dans le domaine où vous êtes, il est peut-être temps d'explorer autre chose. La vie du docteur Russell Conwell est un exemple de l'importance de la volonté de changer une fois qu'on a exploré à fond son propre pâturage. Comme je l'ai mentionné précédemment, le docteur Conwell a commencé comme avocat, puis est devenu éditeur de journaux avant de trouver finalement sa véritable vocation en tant que pasteur et fondateur d'une grande université. Un des premiers exemples de quelqu'un qui trouve des acres de diamants cachés dans son travail est l'histoire de Stu Leonard de Norwalk, Connecticut. Leonard a commencé comme livreur de lait. Pendant ses tournées, il pensait à tous les produits liés aux produits laitiers dont ses clients avaient réellement besoin. Avec très peu d'argent, il a acheté une laiterie en activité et avec beaucoup de travail, a commencé à construire une carrière autour de celle-ci. Il a fait de la laiterie son centre d'opération et y a installé des fenêtres à travers lesquelles ses clients pouvaient observer le processus de travail. Il a ensuite commencé à ajouter plus de produits à sa ligne. Aujourd'hui, son magasin de produits laitiers est le plus grand du monde et vend tout ce qui touche à l'alimentation. Les gens viennent de partout pour acheter. Ils adorent l'endroit et lui aussi. Les bus de Léonard ramassent les personnes très âgées ou trop malades pour aller seules au magasin. Il possède une entreprise multimillionnaire qui a émergé d'une simple tournée de livraison. Les diamants étaient là, et Léonard en a tiré le meilleur parti. Tout type de travail renferme des opportunités. Elles sont là et attendent d'être perçues, mais elles ne peuvent pas parler ni envoyer de signaux. Notre part du marché consiste à regarder notre travail avec une perspective renouvelée, avec les yeux de la création. Pierre Teilhard de Chardin a dit « C'est notre devoir en tant qu'hommes et femmes de procéder comme s'il n'existait aucune limite à nos capacités. Nous sommes des collaborateurs de la création. » Un homme que j'ai connu en Arizona a commencé avec une petite station-service. Un jour, il était assis à son comptoir et regardait par la fenêtre pendant qu'un de ses jeunes employés remplissait le réservoir d'essence d'un client. Il a observé que cet homme avait de l'argent dans ses poches et qu'il y avait des choses dont il avait besoin ou qu'il voulait, pour lesquelles il paierait si elles étaient commodément exposées là où il pourrait les voir. Ainsi, il a commencé à vendre d'autres articles, des instruments de pêche, des articles de chasse et de camping, des fusils, des carabines et des munitions. Ensuite, il a acheté les propriétés contiguës et a ajouté un département de pièces automobiles. Il avait toujours eu des boissons fraîches et des bonbons, mais maintenant il a ajouté des chocolats de très bonne qualité et une vitrine réfrigérée. En peu de temps, il a vendu plus de chocolat que quiconque dans l'État. Il avait des milliers de choses que ses clients pouvaient acheter pendant qu'il attendait que leur voiture soit révisée. Tout cela a aidé à vendre plus d'essence, et la prospérité a grandi et grandi. Tout a commencé avec un homme perspicace qui a observé un client avec de l'argent dans les poches et rien pour le dépenser. Tant mon ami que Stu Leonard sont orientés vers le service au client, mieux que quiconque. La politique de l'entreprise de Leonard est affichée dans son magasin pour que tout le monde puisse la lire et dit ceci. Règle numéro 1, le client a toujours raison. Règle numéro 2, si le client se trompe, relisez la règle numéro 1. En voyant arriver un client fortuné, beaucoup de gérants de stations-service pourraient se dire « Je devrais m'occuper de son entreprise ». Mais ce n'est pas le cas. Il y a autant d'opportunités dans une entreprise que dans une autre, et croyez-moi, nous les trouvons quand nous cessons de nous imiter les uns les autres et que nous commençons à penser de manière créative. Prenez le temps d'observer comme un étranger ferait votre travail. Cet étranger pourrait se demander pourquoi vous le faites ainsi. S'est-il rendu compte de la façon dont ce qu'il fait pourrait être capitalisé ou multiplié? Si vous êtes satisfait de la situation actuelle, alors bien sûr, gardez-la ainsi. Mais il est très amusant de trouver des diamants cachés en nous-mêmes et dans notre travail, nous ne nous ennuyons jamais ni ne tombons dans une routine monotone.
Certaines des entreprises les plus intéressantes du monde sont nées d'une très petite idée dans une très petite zone. Si quelque chose est nécessaire dans une ville, il est très probable que cela le soit aussi dans tout le pays. Vous pourriez également vous demander, à quel point suis-je bon dans ce que je fais actuellement? Connaissez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur votre travail? Vous considérez-vous comme un professionnel de premier ordre? Comment votre travail se comparerait-il à celui d'autres professionnels de votre secteur? L'éducateur et écrivain J.B. Mathieu a écrit « Si une personne ne s'est pas préparée à cette opportunité, elle sera ridiculisée. Une grande opportunité a une valeur proportionnelle à la préparation que l'on a eue pour en profiter. » Je suis sûr que le docteur Mathieu voulait inclure toute l'humanité dans cette affirmation. Je suis souvent étonné de voir à quel point les gens connaissent peu le métier qu'ils exercent. Ils disent « ce n'est pas mon rôle ». La plupart des agents immobiliers ne vendent pas de maisons ni de propriétés, ils les montrent simplement, quelque chose qu'un enfant de 6 ans pourrait faire. Souvent, ils ne savent rien de la vente ni du marketing, et pourtant, ils se qualifient de professionnels du secteur. En réalité, ils sont des guides touristiques, voici le salon, disent-ils, alors que leurs clients savent déjà que c'est un salon. Quelqu'un, je pense que c'était moi, a écrit que la race humaine ressemble beaucoup à une flotte de navires en temps de guerre. Toute la flotte ralentit pour protéger les navires les plus lents. Les êtres humains avancent lentement en masse, sans prêter attention aux joyaux qui se trouvent sous leurs pieds. Pour devenir des mineurs de diamants, la première chose que nous devons faire est de nous séparer de la foule et d'arrêter de croire que suivre la masse est le meilleur chemin. Ce n'est pas le meilleur, c'est tout au plus moyen. Les personnes qui empruntent le meilleur chemin sont bien en avant de tout le monde, au point que l'on ne voit même plus leur poussière. Ce sont elles qui vivent et travaillent à l'avant-garde et montrent la voie à tous les autres. Il faut de l'imagination et de la curiosité pour voir des diamants bruts transformés en pierres précieuses taillées et polies, et pour voir un tas de minerais de fer transformés en acier inoxydable. Pour reconnaître vos propres acres de diamants, vous devez développer une faculté que nous pourrions appeler objectivité intelligente, c'est-à-dire la capacité de prendre du recul et de regarder votre travail comme le ferait une personne depuis Mars. Dans quel secteur ou profession se situe votre travail? Connaissez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur votre profession? Est-il temps d'apporter un changement rafraîchissant? Comment mieux servir le client? Chaque matin, demandez-vous, comment puis-je améliorer mon service aujourd'hui? Il y a des diamants rares et très commerçables autour de moi. Les ai-je recherchés? Ai-je examiné chaque facette de mon travail et de l'industrie à laquelle il appartient? Y a-t-il de meilleures façons de faire ce que je fais actuellement? Lesquelles? Comment mon travail sera-t-il réalisé dans 20 ans? Tout dans le monde évolue constamment. Comment puis-je faire maintenant ce qui finira par être fait de toute façon? Pensez à ce que Stu Leonard a fait avec sa route laitière, à ce que mon ami de l'Arizona a fait avec sa petite station-service, à ce que Wally Famouamos a fait avec ses cookies au chocolat, et à ce que William Wrigley Jr. a fait avec le chewing-gum et le savon. Et bien sûr, il y a des risques. Il ne peut y avoir de croissance sans eux. Nous prenons des risques dès le moment où nous nous levons du lit. Les risques sont bons pour nous, ils font ressortir le meilleur de nous-mêmes, ils stimulent notre esprit, accélèrent notre rythme, ils peuvent même apporter de l'éclat à notre quotidien. Les êtres humains ne devraient jamais se contenter de ce qu'ils ont. Cela convient aux poulets, aux vaches et aux chats, mais les personnes commencent à mourir lorsqu'elles s'installent dans leur confort. Nous devons continuer à bouger. Vers 1931, le célèbre romancier Lloyd C. Douglas, auteur de La tunique sacrée, Sublime obsession et d'autres best-sellers, a écrit un article pour une revue intitulée L'échappée. Dans cet article, Douglas se demandait « Qui d'entre nous n'a jamais été tenté de fuir ?» Si toutes les personnes qui ont eu cette idée l'avaient mise en pratique, peu d'entre elles vivraient à leur adresse actuelle, et de la petite minorité qui a suivi cette impulsion. Il est douteux que beaucoup parviennent à se détacher complètement des soucis qui les préoccupaient. Plutôt, on peut supposer avec assez de certitude qu'ils ont emballé leurs problèmes dans leurs vieilles valises et les ont emportés avec eux. En résumé, l'idée de l'article était que tu ne devrais pas essayer de fuir tes difficultés. Le mal persiste juste là où tu es. Ce que nous cherchons vraiment n'est pas à échapper à nos perplexités et frustrations, mais à les vaincre. L'une des meilleures façons d'y parvenir est de rester sur le droit chemin,
de répéter et de réaffirmer ton objectif principal, de le visualiser dans ton esprit comme tu imagines un aéroport ou un avion volant, ou comme un grand navire dans une tempête. Maintiens le cap et les moteurs allumés, la tempête passera sans aucun doute et sera suivie d'un matin brillant. Alors tu pourras soupirer de soulagement, revenir au port, te reposer un moment, et presque sans t'en rendre compte, repartir à l'aventure. C'est ainsi que fonctionne cet être humain au regard malicieux, rêveur et joueur. Il ne fuit pas les problèmes, il les surmonte, et dès qu'il surmonte une série de difficultés, il cherche à s'impliquer dans des complications encore plus grandes pour leur trouver une solution. Donc, si tu te surprends à consulter des plans de voyage et à envisager de fuir, joue avec cette idée, elle te distraira un moment. Ensuite, concentre-toi sur ton objectif, nous en parlerons plus tard, et mets-toi au travail. Fais les choses une par une, et avant que tu ne t'en rendes compte, tu verras des diamants dispersés dans tout ton univers et tu retrouveras la sécurité. S'il t'arrive parfois de vouloir fuir tout ça, c'est parfaitement normal, mais si tu restes et que tu te débarrasses de tes problèmes en travaillant, tu es un citoyen réussi, une destinée digne. Les histoires de personnes qui réussissent malgré toutes sortes de désavantages ne cessent jamais de captiver notre attention. Il est indéniable qu'elles sont inspirantes, mais si nous les examinons de près, nous découvrirons qu'elles sont bien plus. L'enfant qui a subi des brûlures aux jambes et à qui on a dit qu'il aurait de la chance s'il pouvait remarcher devient un champion d'athlétisme. La femme aveugle et sourde depuis son enfance devient l'une des figures les plus inspirantes du siècle. Et les enfants pauvres qui atteignent la renommée et la fortune se multiplient de manière exceptionnelle en cette ère d'immigration sans précédent. Nous licens et voyons à la télévision de exemples de personnes qui sont arrivées dans ce pays sans argent et sans savoir parler anglais, et que, en très peu de temps, sont devenues de personnes merveilleusement prospères. En fait, la famille typique arrivée de Corée au cours de 20 dernières années a de revenus moyens supérieurs à ceux de la famille américaine classique qui est née et a étudié ici. Comment est-ce possible? La liberté personnelle est le bien le plus précieux sur Terre, mais elle est aussi très rare, d'où sa grande valeur. Les personnes qui parviennent aux États-Unis, malgré des obstacles de taille de montagne et des kilomètres de bureaucratie, se trouvent souvent libres pour la première fois de leur vie. Dans cette nouvelle liberté, elles travaillent pour trouver un foyer et servir notre pays. Le temps ne signifie rien pour elles, mais avoir la chance de poursuivre leurs objectifs dans le pays le plus riche et libre de la planète est tout. Tous travaillent dur, leur travail est excellent, de première classe, et ils le font au juste prix. Ils n'exigent pas de salaire plus élevé ou moins d'heures de travail, tout ce qu'ils veulent, c'est une chance, et quand ils l'ont, ils la saisissent pleinement. À New York, une famille coréenne a réussi à acheter un petit magasin au centre de Manhattan. La première chose qu'ils ont faite a été de le nettoyer complètement, puis ils l'ont approvisionné avec les produits d'épicerie les plus adaptés aux habitants du quartier. Ils ouvraient tôt le matin et fermaient tard le soir, saluant toujours leurs clients avec gentillesse. Naturellement, ils ont rencontré un succès retentissant. Un jour, les clients du magasin les ont trouvés fermés, ce qui leur a semblé très étrange car ils étaient ouverts tous les jours de la semaine. Mais il y avait une note à la porte expliquant la raison, elle disait « Nous sommes allés à la remise des diplômes de notre fils à l'université de Yale ». C'est une histoire américaine de personnes qui ont trouvé la joie dans la liberté et l'opportunité de servir leurs semblables. Qu'est-ce qui anime ces personnes, avec des désavantages aussi énormes que ne pas connaître la langue, ne pas connaître les bonnes personnes ou ne pas avoir d'argent? Et que dire de l'enfant aux jambes brûlées devenu champion d'athlétisme, ou de Helen Keller, aveugle et sourde depuis la petite enfance? Quelle est la réponse? Peut-être est-elle trop simple, il s'agit d'avoir des objectifs. Les personnes dont nous avons parlé ici, et les milliers qui font actuellement la même chose dans tout le pays, possèdent quelque chose que l'Américain moyen n'a pas, des objectifs. Ils ont un désir ardent de réussir malgré tous les obstacles, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils y pensent jour et nuit, se lèvent tôt et donnent le meilleur d'eux-mêmes toute la journée. Ce rêve, cette vision, cet objectif invisible pour tout le monde sauf pour la personne qui le détient, peut-être est-il responsable de tous les grands progrès et réalisations de l'humanité. Un rêve devenu réalité, un objectif atteint, c'est tout ce qui vaut la peine pour les hommes et les femmes. On dit que ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser.
construire un bon bâtiment là où il y avait autrefois un terrain vague, construire un pont traversant la baie, atteindre la Lune, avoir un petit magasin au centre de Manhattan, acheter une maison accueillante, obtenir un diplôme, la naissance d'un enfant, une position dans le monde des affaires, un revenu déterminé ou une certaine somme d'argent investie. Je réitère que ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Nous devenons si que nous pensons, et lorsque nous sommes animés par un objectif passionate, nous l'atteignons. C'est pourquoi l'on dit, choisis ce que tu te proposes, car si tu le désires avec suffisamment de force, tu le réaliseras, quoi qu'il en soit. On dit que les Américains peuvent avoir ce qu'ils veulent. Le problème est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils désirent de petites choses et les obtiennent. Le système ne cesse jamais de fonctionner pour eux, mais ils ne semblent pas savoir que c'est en effet un système et que s'il fonctionne pour obtenir un nouveau réfrigérateur ou une voiture, il fonctionnera tout aussi bien pour tout ce qu'ils veulent. Lorsqu'une personne comprend que les objectifs qui lui sont importants peuvent devenir réalité, c'est comme ouvrir une boîte de surprises. Toutes sortes de choses intéressantes et excitantes commencent à se produire. Souvent, nous nous sentons vraiment vivants pour la première fois. Nous jetons un coup d'œil au passé et nous rendons compte que nous avancions à pas de tortue, que nous suivions l'exemple de la masse et que nous croyons que nous étions tout pour elles. Rien n'est plus loin de la réalité. Chacun de nous est différent, avec des capacités, des profils génétiques et des désirs différents. Ce qui serait un succès retentissant pour une famille pourrait être un échec pour une autre en raison de leurs différences en matière d'aspiration, de style de vie, d'éducation et de formation. Lorsque nous sommes jeunes, l'environnement nous affecte et contribue à définir notre trajectoire dans la vie. Le jeune qui a connu la pauvreté dans son enfance peut aspirer à devenir riche. Il peut compenser l'insuffisance de ses jeunes années, tandis qu'un autre jeune, élevé dans une famille de classe moyenne supérieure et ayant presque toujours eu tout ce qu'il voulait en grandissant, peut se contenter de la classe moyenne. Les choses que nous avons toujours eues ne sont pas aussi importantes pour nous que pour ceux qui ne les ont jamais eues. Nous parlons de la liberté et de son caractère précieux pour ceux qui ne l'ont jamais eue, alors que la plupart des Américains la tiennent pour acquise et n'y pensent même pas. Si on leur demandait ce qui est le plus important au monde pour un être humain, ils ne diraient probablement pas que c'est la liberté d'établir des objectifs de vie particuliers. Cependant, comme l'a écrit Archibald Mselech dans son excellente œuvre Le secret de la liberté, le secret du bonheur est la liberté et le secret de la liberté est le courage. Pour comprendre la question et l'importance de fixer des objectifs, nous devons réaliser que c'est la base même de tout succès. En fait, c'est le concept même du succès. Selon une brillante définition que j'ai trouvée, le succès est la réalisation progressive d'un objectif digne, ou dans certains cas, la poursuite d'un idéal digne. Si tu réfléchis un peu à cette belle définition, je pense que tu seras d'accord avec elle et avec moi. Cela signifie que quiconque est en chemin vers l'accomplissement d'un objectif est déjà réussi, car le succès ne réside pas dans la réalisation d'une fin, bien que ce soit ce que le monde considère comme le succès, mais il réside dans le chemin vers l'objectif. Nous réussissons dans la mesure où nous travaillons vers quelque chose que nous voulons accomplir dans nos vies. C'est alors que l'être humain donne tout ce qu'il a. C'est à cela que Cervantes faisait référence lorsqu'il écrivait « Le chemin est meilleur que l'auberge ». Souvent, les romans romantiques s'y terminent par le mariage d'amoureux, mais ce n'est que le début de l'histoire. Lorsqu'un jeune obtient son diplôme et ce diplôme, c'est aussi juste le début. Ce sont sans aucun doute des jalons importants et il faut les féliciter. Mais où va-t-on ensuite une fois qu'une personne a atteint l'objectif pour lequel elle a tant travaillé? C'est merveilleux. Il est temps de se reposer et de savourer la réussite. Mais selon ma définition, nous cesserons d'être réussis jusqu'à ce que nous nous fixions un nouvel objectif plus élevé pour lequel nous luttons. Nous sommes à notre meilleur lorsque nous planifions et nous nous dirigeons vers ce que nous voulons accomplir. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir des travailleurs acharnés. En fait, il est prouvé que les hommes et les femmes les plus réussis parviennent à vivre dans un merveilleux état d'équilibre. Ils se divertissent et se reposent suffisamment pour que leur esprit fonctionne mieux. Indépendamment de ce que nous choisissons de faire, l'esprit est la partie la plus importante que nous avons. Comme nous l'avons souligné dans le chapitre du mot magique, notre attitude mentale peut faire la différence entre gagner et perdre.
Avec notre définition du succès comme la réalisation progressive d'un objectif digne, nous avons tout couvert. Le jeune qui travaille pour terminer ses études a autant de succès que n'importe qui d'autre sur Terre. La personne qui travaille pour obtenir un poste dans son entreprise a le même succès. Si tu as un objectif qui te semble digne de toi en tant que personne et qui te remplit de joie en y pensant, crois-moi, tu l'atteindras. Mais à mesure que tu t'approches et que tu vois que l'objectif sera bientôt atteint, commence à penser au prochain. Il arrive souvent qu'à mi-chemin d'un livre, un écrivain ait l'idée de base du suivant et commence à prendre des notes. C'est ainsi que l'on doit agir. Un de mes poèmes préférés est de Rabindranath Tagore, le célèbre poète de Calcutta, et il dit « J'ai dormi et rêvé que la vie était joie. Je me suis réveillé et j'ai vu que la vie était service. J'ai servi et j'ai découvert que le service est la joie. » Nous sommes plus heureux lorsque nous nous consacrons pleinement au travail qui nous mène vers l'objectif fixé. Cela donne un sens à beaucoup de temps libre et de confort à notre rêve. Cela rend tout le reste dans la vie merveilleux et valable. Lorsque les gens pensent au mot « succès », la plupart ont tendance à le lier à beaucoup d'argent. Bien que cela puisse être une conséquence naturelle de l'objectif et nous indiquer que nous faisons du bon travail, ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi je disais que le succès peut être défini comme la poursuite d'un idéal digne. Par exemple, je ne peux imaginer personne de plus réussi qu'un enseignant exceptionnel qui s'efforce d'en savoir plus sur l'art d'enseigner et sur les cours qui captiveront l'intérêt de ses élèves, et qui comprend que chacun est différent et apprend à une vitesse différente. La joie et la satisfaction viennent de servir les autres, et littéralement, il existe des millions de façons de le faire. Très probablement, ces individus dont les objectifs impliquent d'aider de nombreuses personnes seront largement récompensés. Un objectif est quelque chose de particulier, aussi unique que la personne elle-même. Comme il n'y a pas deux hommes totalement identiques, il est logique qu'il n'y ait pas deux hommes ayant exactement les mêmes objectifs. Il convient d'ajouter qu'un objectif doit nous remplir d'émotions positives. Lorsque nous y pensons, il doit être quelque chose que nous désirons de toutes nos forces. En ressentant une idée ou un objectif avec une grande intensité, nous aurons plus de certitude que cette idée, enfouie au plus profond de notre subconscient, nous dirigera vers sa réalisation. Un jour, j'ai utilisé la citation « Personne ne s'enrichit aux dépens des autres ». J'ai reçu une lettre d'un homme d'Utah qui écrivait sur ceux qui s'enrichissent grâce au trafic de drogue ou à la production et vente de pornographie. Comment enrichissent-ils les autres, était une bonne question, en particulier de nos jours. Je lui ai répondu et je lui ai dit que ma définition du succès est la réalisation progressive d'un objectif digne. Certes, les personnes qui se livrent au trafic de drogue et à la pornographie ne pourraient pas être qualifiées de réussies. Ce qu'elles font est contre-productif, destructeur et dans le cas des drogues, implique l'esclavage et la mort de milliers de personnes. J'ai poursuivi en disant que tandis que nos besoins sont peu nombreux et relativement simples, nos désirs dans cette société incroyablement aisée sont presque infinis. En satisfaisant ces désirs, quels qu'ils soient, nous servons les autres, mais pas toujours dans leur intérêt ou dans le nôtre. Je persiste, je ne qualifierai pas de réussis ceux qui se livrent à la drogue et à la pornographie, et leur richesse ne servirait à rien, et ils sont envoyés en prison. Mais je continue d'utiliser la citation. Bien qu'il soit possible de s'enrichir sans enrichir les autres, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas la voie que nous voulons suivre. Ce ne serait rien d'honorable, en particulier lorsqu'il existe tant de façons positives et productives de servir les autres. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit notre objectif, si nous nous y engageons pleinement, nous l'atteindrons. C'est ainsi que ça marche. On estime que près de 5% de la population atteint un succès exceptionnel. Pour le reste, le moyen leur suffit, mais la plupart semblent dériver, acceptent les choses telles qu'elles viennent et peut-être de temps en temps espèrent-elles s'améliorer. J'aime comparer les êtres humains à des bateaux, comme le faisait Carlyle. On estime qu'environ 95% des bateaux peuvent être comparés à des navires sans gouvernail, soumis à tout changement de vent et de marée, ils sont sans défense. Et bien qu'il espère un jour arriver à un port riche et animé, toi et moi savons que pour chaque entrée dans un port, il y a 1000 kilomètres de côtes rocheuses. Les chances que tu débarques dans ces ports sont aussi minces que de gagner à la loterie d'État. La même chose se produit avec les machines à sous de Las Vegas et d'Atlantic City.
Ces personnes comptent sur la chance sans se rendre compte des infimes probabilités qu'elles ont en jouant. Certes, quelqu'un gagnera de temps en temps, mais les probabilités sont ce qu'elles sont. En revanche, les 5% qui se sont appliqués, qui ont pris les rênes de leur vie, qui ont décidé d'atteindre un objectif ambitieux et qui se sont pleinement engagés à l'atteindre, navigueront à travers les profonds océans de l'existence, atteindront port après port et accompliront plus en quelques années que les autres en toute une vie. Si tu visites un bateau ancré et demandes au capitaine quelle est sa prochaine escale, il te le dira en une seule phrase. Bien que le capitaine ne puisse pas voir sa destination pendant 99% du voyage, il sait qu'elle est là et que, sauf catastrophe imprévue, il y arrivera. Il lui suffit de faire certaines choses chaque jour. Si quelqu'un te demande quelle est ta prochaine escale, tu peux le dire clairement et succinctement. Dans ton esprit, tu l'as écrit. Ce serait une bonne idée. Nous avons besoin de rappel et de renforcement. Si tu peux obtenir une photo de ton objectif et la coller sur le miroir de la salle de bain, fais-le. Des milliers de personnes réussies écrivent leur objectif sur une carte et la portent dans leur portefeuille ou leur mallette. Lorsque nous demandons aux gens pourquoi ils travaillent, ils répondent probablement par des généralités. Peut-être disent-ils qu'ils le font pour avoir une bonne santé, du bonheur ou beaucoup d'argent. Mais la bonne santé devrait être un objectif universel. Nous la volons tu et nous faisons tout notre possible pour l'obtenir et la conserver. Le bonheur est une conséquence de quelque chose d'autre, et beaucoup d'argent est trop vague. Cela peut fonctionner, mais je pense qu'il est préférable de choisir une somme d'argent spécifique. Plus notre objectif est clair et défini, plus il sera réel et accessible pour nous. Le bonheur vient de la direction dans laquelle nous nous déplaçons. Par exemple, les enfants sont plus heureux le matin de Noël avant d'ouvrir leurs cadeaux que l'après-midi du même jour, quelle que soit la merveille de leur cadeau, l'attente naturelle a cessé, ils profiteront de leurs cadeaux. Bien sûr que oui, mais souvent nous les trouvons plaintifs et irritables le soir de Noël. Nous sommes plus heureux quand nous allons dîner que quand nous revenons de la faire. Nous sommes plus heureux en nous préparant pour les vacances que quand nous rentrons chez nous. Et croyez-le ou non, nous sommes plus heureux en avançant vers nos objectifs qu'après les avoir atteints. C'est pourquoi il est si important de se fixer un nouveau but dès que l'actuel est atteint, et nous ne devrions jamais arrêter ce processus. Nous devrions avancer chaque jour vers un nouveau sommet à escalader, vers un nouvel objectif à atteindre. Si vous ne savez pas ce que vous voulez et que vous manquez d'un objectif principal, je vous recommande de faire une liste de souhaits. Prenez un carnet de notes, détendez-vous et écrivez les choses que vous aimeriez vraiment avoir ou faire. Votre liste peut inclure une belle maison neuve, un voyage autour du monde ou une visite à un pays ou un endroit spécial. Peut-être désirez-vous un voilier ou un yacht, ou si vous êtes un pêcheur habile, peut-être voulez-vous pêcher du saumon en Alaska ou de la truite en Nouvelle-Zélande. Peut-être aspirez-vous à une entreprise propre ou à un poste de travail, peut-être à des revenus qui vous permettent de vivre confortablement, ou à de bons investissements. Que diriez-vous d'une voiture de luxe ou d'une extension de votre maison actuelle? Écrivez tout ce que vous aimeriez voir se réaliser. Ensuite, lorsque vous avez épuisé vos désirs, passez en revue la liste et classez les éléments par ordre d'importance. Ensuite, faites du numéro 1 votre objectif actuel. Passez souvent en revue ce chapitre, comme je l'espère, vous le ferez avec tous les chapitres de ce livre audio, jusqu'à ce que les suggestions données deviennent une façon habituelle de penser et d'agir. Croyez-moi, le système fonctionne, il fonctionne toujours. La vie n'a pas de favoris, n'importe qui peut réussir, des millions le font. Vous aussi, vous pouvez être sûr que quelque chose arrivera. Vous deviendrez ce que vous pensez. Si votre pensée est circulaire et embrouillée, votre vie reflètera ce chaos. Mais si elle est ordonnée et claire, et si votre objectif en vaut la peine, alors vous l'atteindrez, un objectif à la fois. C'est là que la plupart des gens se trompent sans s'en rendre compte. Ils ne se concentrent pas assez longtemps sur un seul objectif pour l'atteindre avant d'en chercher un autre, et en conséquence, ils finissent confus et faisant des excuses. J'ai commencé à chercher le prétendu secret du succès quand j'avais 12 ans. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet, j'ai étudié la psychologie, la philosophie, la sociologie et les grandes religions du monde. Puis, soudain, de nombreuses années plus tard,
j'ai réalisé que dans les centaines de vies que j'avais connues et dans les innombrables textes que j'avais consultés, il y avait toujours une vérité claire et simple. On croit que personne ne peut apprendre quelque chose avant d'être prêt pour cela. Apparemment, à la fin de mes 20 ans, j'étais enfin prêt à connaître le secret que j'avais cherché pendant si longtemps. Boici simplemente era esto. Nous devenons si que nous pensons. Tu vois, en ce moment, tu es l'incarnation de la somme totale de tes pensées jusqu'à présent dans ta vie. Ça ne peut pas être autre chose. De même, dans 5 ans, tu seras la somme totale de tes pensées jusqu'à ce moment-là. Mais tu peux contrôler tes pensées, décider sur quoi tu veux te concentrer et à quoi tu veux penser désormais. Ensuite, tu deviendras cela, tu atteindras cet objectif avec une certitude totale. C'est pourquoi il est si important d'avoir un objectif qui donne une orientation à nos esprits et une direction à nos vies. En pensant chaque matin, chaque soir, et aussi souvent que possible dans la journée à l'objectif que nous nous sommes fixés, nous commencerons à nous en rapprocher. Concentrer notre pensée, c'est comme prendre un fleuve tumultueux et le calmer pour qu'il ait de la force, de la direction et de la fluidité. Des milliards d'êtres humains donneraient tout ce qu'ils ont pour jouir de la liberté personnelle que toi et moi tenons pour acquise. De même, que ne donneraient-ils pas pour avoir le droit de choisir leur travail et leurs objectifs, pour profiter d'un niveau de vie élevé, d'un bon système éducatif, pour connaître la paix et l'intimité de nos foyers, et avoir des lois qui protègent le citoyen au lieu de le poursuivre? Nous avons tout cela. Pourtant, au milieu de notre abondance, des millions de personnes mènent une vie malheureuse et sans direction. Elles ne savent pas que nous sommes maîtres de nos vies, et non pas l'économie, le destin ou la chance. Chacun de nous est complètement, comme l'a dit Karl, la personne sans un but est comme un navire sans gouvernail, un but dans la vie et se bat de toutes les forces physiques et mentales que Dieu t'a données. Il a aussi dit qu'une personne avec une volonté faible avance et recule, et finalement n'avance pas du tout, même sur le chemin le plus dégagé. Mais la personne avec une grande volonté et un peu de sagesse atteindra son but. Même si elle doit emprunter le chemin le plus accidenté. Minger a dit qu'il n'y a pas de chemin vers le succès, mais à travers un but ferme, et rien ne peut le remplacer. Un but donne un soutien au caractère, à la culture, à la position et aux réalisations de toutes sortes. Alors, décide de ton but, insiste dessus, regarde ta liste d'objectifs autant de fois que possible. De cette manière, tu introduiras l'objectif dans ton subconscient. Regarde-toi comme si tu avais déjà atteint ton objectif. Fais-le tous les jours sans faute et cela deviendra une habitude avant que tu ne t'en rendes compte, une habitude qui te conduira d'un succès à un autre tout au long de ta vie. C'est le secret du succès. C'est la porte vers tout ce que tu as toujours voulu être ou avoir. Maintenant, tu es ce que tu penses, et sûrement tu deviendras ce que tu penses à l'avenir, le miracle de ton esprit. À la naissance, les créatures sauvages reçoivent tout ce dont elles ont besoin pour survivre, toutes sauf une. Elles disposent d'une série d'instincts qui font le travail pour elles, c'est pourquoi elles n'ont pas besoin de beaucoup de cerveau. Par exemple, le magnifique aigle royal, ma femme et moi en avons vu des douzaines lors d'un récent voyage de pêche en Alaska. Voir l'un d'eux plonger en piqué et sortir de l'eau un gros poisson est étonnant, mais encore plus étonnante est la vue de l'aigle. En raison de son besoin de voir depuis une grande hauteur ses proies potentielles, ses incroyables yeux occupent presque tout l'espace de sa tête. Pour cet oiseau, ses organes sont les plus importants et tout le reste fonctionne en harmonie avec eux. Sun servo est minuscule et primitif. Illinois ini pins pas, ini planify pas, ini se souvient pas. Illinois agit simplement in fonction de stimuli. Il en va de même pour la plupart des êtres vivants. C'est pourquoi même le beau dauphin, qui a un cerveau beaucoup plus grand, ou le chimpanzé, sont faciles à domestiquer et à enseigner. Seule une créature met 20 ans à mûrir, elle a le pouvoir sur toutes les autres et sur la terre elle-même. D'ailleurs, de nos jours, elle a la capacité de détruire toute vie sur la planète en quelques heures, et elle seule a le pouvoir divin de façonner sa propre vie selon les images qu'elle contient dans son esprit extraordinaire. Tout ce que l'homme croit est le résultat de la fixation et de la réalisation d'objectifs. C'est ainsi que nous savons que les maladies qui nous ravagent seront vaincues. Nous avons fixé des objectifs pour éradiquer toutes les maladies qui nous affligent, et nous les avons éradiquées une à une. Nous ne nous sommes jamais fixé un objectif que nous n'avons pas atteint, même aller sur la Lune,
ou sur lequel nous ne sommes pas en train de travailler. Personne n'a jamais réalisé une réussite sans un objectif clair. J'espère que tu as établi le tien et que tu y penses chaque jour pour l'ancrer dans ton esprit, surtout dans ton subconscient, où des forces plus grandes que ce que nous pouvons imaginer peuvent nous aider. Réfléchis aux choses que ton esprit t'a apportées, tout ce que tu as, ton travail, tes relations familiales et sociales, ta philosophie de vie, ta religion, etc. Tout cela est venu à toi grâce à l'utilisation de ton esprit. Maintenant, garde à l'esprit cette observation faite par des experts. Tu as probablement fonctionné avec moins de 10% de ta capacité mentale, et peut-être même beaucoup moins que cela. Dans un article pour le 7 des Review, notre vieux ami Herbert Otto, psychologue, éducateur et président du Centre national pour l'exploration du potentiel humain, nous rappelait que de nombreux scientifiques renommés comme Abraham Maslow, Margaret Mead, Gardner Murphy, Oliver Sperry et Carl Rogers ont soutenu l'hypothèse selon laquelle l'homme n'utilise qu'une fraction très petite de ses capacités. Mead proposait un chiffre de 6%, et Otto écrivait « Mon estimation est de 5% ou moins ». Les recherches neurologiques ont fait de nouvelles découvertes sur le potentiel humain. Les travaux de l'Institut de recherche cérébrale de l'UCLA visent à décoder les énormes capacités latentes de chaque personne. Les experts suggèrent une hypothèse incroyable. La capacité créative et décisive du cerveau humain peut être en effet infinie sur le plan pratique. Si nous nous comparons à un ordinateur, l'homme est un immense entrepôt de données, mais nous n'avons pas encore appris à nous programmer parfaitement. Soviet Life Today, un magazine en anglais de l'URSS, exposé ci dessous. Les dernières découvertes en anthropologie, psychologie, logique et physiologie montrent que le potentiel de l'esprit humain est vraiment énorme. Dès que la science moderne a permis de comprendre la structure et le fonctionnement du cerveau humain, sa capacité énorme à gérer les changements dans son développement nous a surpris. Cela a été écrit par Jeffrey Rumoff, un érudit écrivain soviétique, et il continuait. Dans des conditions de travail et de vie moyenne, l'homme n'utilise qu'une petite partie de son appareil pensant. Si nous pouvions forcer notre cerveau à fonctionner à seulement la moitié de sa capacité, nous pourrions apprendre 40 langues, mémoriser toute l'encyclopédie soviétique de A à Z et terminer les cours obligatoires de dizaines d'universités sans aucune difficulté. Cette affirmation n'est pas exagérée, c'est la vision théorique généralement acceptée du potentiel mental de l'homme. Maintenant, comment pouvons-nous exploiter ce potentiel gigantesque? C'est un problème grand, complexe, avec de nombreuses ramifications, mais comme l'a souligné Herbert Otto, il est clair que les personnes qui mettent à l'épreuve leurs capacités et libèrent leur potentiel ont une sensation remarquable de bien-être et une énergie considérable. En d'autres termes, elles se voient comme les maîtres d'une vie pleine de projections et de créativité. Si tout ce que tu as résulte de l'utilisation de seulement 5 ou 10% de ton esprit, pense un instant à ce que cela signifierait pour toi et ta famille de pouvoir augmenter ce pourcentage. Cet audiobook te montrera comment utiliser tes pouvoirs mentaux. Comment développer une partie de ces 9% de territoire inexploré? En règle générale, aucun de nous n'a la moindre idée des véritables capacités de son esprit. Mais crois-moi quand je te dis que ton esprit peut être comparé à une mine d'or à découvrir, peu importe que tu aies 17 ou 70 ans. Regarde-le de cette façon. Ton objectif est dans le futur et ton problème est d'éliminer la distance entre ta situation actuelle et cet objectif. Robert Sor, lorsqu'il était directeur du département de psychologie de l'Université du Nord-Est, a souligné que les personnes réussies ne sont pas des gens exemptes de problèmes, mais simplement qu'elles ont appris à les résoudre. C'est ça, vivre avec succès et obtenir ce que nous voulons de la vie. C'est une question de résoudre les problèmes qui se dressent entre nous et notre objectif. Personne n'est à l'abri des problèmes, ils font partie de la vie. Mais laisse-moi te montrer combien de temps nous perdons à nous inquiéter pour des problèmes qui n'en valent pas la peine. Voici une estimation fiable des choses pour lesquelles les gens se préoccupent. Des choses qui ne se produisent jamais, 40%. Des choses passées que l'on ne peut pas changer, 30%. Des inquiétudes inutiles concernant notre santé, 12%. Des préoccupations sans grande importance, 10%. Et des préoccupations réelles et légitimes, 8%. En résumé, 92% des préoccupations d'une personne normale lui prennent un temps précieux, lui causent du stress voire de l'anxiété mentale, et sont totalement inutiles. Parmi les préoccupations réelles et légitimes, il y a deux types.
il y a les problèmes que nous pouvons résoudre et ceux qui dépassent nos capacités. La plupart de nos problèmes réels appartiennent généralement au premier type, nous pouvons les résoudre pourvu que nous apprenions comment le faire. Il doit y avoir des millions de personnes qui pensent que la vie qu'elles désirent leur est interdite parce qu'elles considèrent que les problèmes ne sont pas des défis à relever mais de grands abîmes qu'elles ne peuvent pas traverser. Un peu de recherche démontre que les personnes réussies ont les mêmes problèmes que les autres. Une des avantages de travailler avec un psychologue ou un psychiatre est d'apprendre qu'il y a des milliers, voire des millions, de personnes ayant des difficultés identiques aux nôtres. Ainsi, tout se résume à notre capacité à résoudre les problèmes. Maintenant, supposons que tu t'es fixé un objectif. Rappelle-toi que tu deviendras ce que tu te proposes de devenir. Mais comment? Ici, l'esprit entre en jeu. Qu'est-ce que l'esprit en réalité? Peut-être la meilleure façon de le décrire serait avec une citation du dramaturge Archibald MacLeish, lauréat du prix Pulitzer. Dans sa pièce Le secret de la liberté, il dit « L'esprit est la seule chose que l'homme possède en exclusivité. Tout le reste peut être trouvé chez un cochon ou un cheval. » C'est malheureusement vrai. L'esprit humain est la seule chose qui nous distingue du reste des créatures de la Terre. Tout ce qui est significatif pour nous parvient par l'esprit. L'amour pour nos familles, nos croyances, nos talents, nos connaissances, nos compétences, tout se reflète à travers notre esprit. Ce qui viendra dans le futur sera le résultat de la manière dont nous utilisons notre esprit. Pourtant, c'est le dernier endroit où l'on se tourne lorsque l'on cherche de l'aide. Sais-tu pourquoi? La plupart des gens ne font pas automatiquement appel à leurs ressources mentales lorsqu'ils sont confrontés à un problème, crois-le ou non, c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à penser. Et la plupart des gens ne passent pas leur vie à réagir aux stimuli et à se souvenir. Mais ça, ce n'est pas penser de manière créative. Se rappeler de mettre le réveil le soir et se lever quand il sonne le matin n'est pas non plus penser. Se doucher, se raser, s'habiller, prendre le petit déjeuner et aller travailler au bureau, ce n'est pas penser non plus. Nous tombons également dans de routines, etienne rentrant chez nous répétons tout le processus. Permettez-moi de le répéter, la plupart des gens ne savent pas penser. Lorsqu'ils sont confrontés à un problème, ils font tout pour ne pas penser. Ils demandent des conseils aux personnes les moins appropriées, qui en général n'en savent pas plus qu'eux, comme les voisins ou les membres de leur famille. Très peu se tournent vers les livres, et seulement un sur je ne sais combien de milliers prendra un bloc-notes, écrira le problème en haut de la page et utilisera son cerveau. Mais s'il y a des gens qui pensent, et même beaucoup, tu dois réfléchir à l'esprit humain. Considère ce qu'il a accompli en le faisant. Rends-toi compte que nous nous développons à une telle vitesse que dans le domaine du progrès, nous sommes allés plus loin au cours des 50 dernières années que durant les 10 000 années précédentes de civilisation humaine. Tous les scientifiques qui ont existé, on estime que 90% sont encore vivants. Imagine, dans le domaine des idées et des avancées humaines, nous avons atteint un niveau si élevé que même les prévisions les plus optimistes ne l'imaginaient pas il y a 30 ans. Mais chaque nouvelle idée déclenche d'autres idées supplémentaires, si bien que nous sommes maintenant dans une ère de progrès dans tous les domaines et sur tous les fronts qui stupéfient l'imagination. L'exploitation de l'énergie solaire dans nos centrales nucléaires, les ordinateurs qui fonctionnent à la vitesse de la lumière et qui en quelques minutes sauvent des mois et des années de travail de calcul, enfin, toutes les avancées que nous voyons ont émergé du plus puissant cerveau du monde, l'esprit humain. Le docteur Arlo Chaplet de l'université Harvard a déclaré que nous entrons dans une ère totalement nouvelle, qu'il a appelée l'ère psychosociale. L'ère de l'esprit. Et toi, mon ami, tu en possèdes un. Voyons quelques faits. La semaine de travail standard de 40 heures est depuis longtemps en danger imminent d'être encore réduite. Cela signifie que le travailleur moyen dispose d'un énorme temps libre. En fait, si nous additionnons les heures d'une année et soustrayons les heures de sommeil, estimées à 8 heures, nous découvrirons que cette personne a environ 6 000 heures d'éveil et passe moins de 2 000 heures au travail. Cela nous laisse 4 000 heures par an où les gens ne travaillent pas et ne dorment pas, ce qu'on appelle les heures discrétionnaires, avec lesquelles on peut faire pratiquement ce que l'on veut. Pour voir des résultats incroyables dans ta vie, je te recommande de consacrer simplement 1 heure 5 jours par semaine à exercer ton esprit. Tu n'auras même pas besoin de le faire le week-end. Choisis un moment approprié pour la tâche. Le meilleur est 1 heure avant que les autres ne se lèvent le matin. L'esprit est clair, la maison est calme, et si tu veux,
Accompagne-moi avec une tasse de café pour mettre ton esprit en marche. Voici un bon moyen de le faire pendant 7 heures quotidiennes. Prends une feuille de papier blanc. En haut de la feuille, écris ton objectif principal actuel de manière claire et simple alors, puisque notre avenir dépend de la manière dont nous gérons notre travail. Notez toutes les idées qui pourraient vous aider à améliorer ce que vous faites maintenant. Essayez de penser à 20, vous n'atteindrez pas toujours ce nombre, mais même si vous n'avez qu'une seule idée, elle pourrait être utile. Maintenant, rappelez-vous 2 points importants à ce sujet. Premièrement, ce n'est pas quelque chose de simple, et deuxièmement, la plupart de vos idées ne seront pas bonnes. Lorsque je dis que ce n'est pas simple, je veux dire que c'est comme commencer n'importe quelle autre habitude. Au début, vous remarquerez que votre esprit résiste un peu à sortir de la vieille routine. Mais lorsque vous pensez à votre travail et comment l'améliorer, notez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit, aussi absurdes qu'elles puissent paraître. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Certaines de vos idées seront bonnes et mériteront d'être testées. Cependant, le plus important que vous obtiendrez de cette heure supplémentaire est que vous sèmerez votre objectif dans votre subconscient et que vous mettrez en marche toute la machinerie vitale dès le matin. Et si vous trouvez 20 idées par jour, cela fait 100 par semaine. Même si vous sautez les week-ends, 1 heure par jour pendant 5 jours par semaine fait 260 heures par an, et il vous reste encore 3740 heures de temps libre. Cela signifie que vous penserez à votre objectif et à des moyens d'améliorer votre performance pendant 6 semaines et demie de travail supplémentaire par an. Vous réalisez à quel point il est facile de surpasser la prétendue concurrence. Il vous restera encore 7 heures par jour pour faire ce que vous voulez. Si vous commencez chaque jour en pensant, vous constaterez que votre esprit continuera de travailler tout au long de la journée, et à des moments étranges, lorsque vous vous y attendrez le moins, des idées vraiment géniales commenceront à surgir de votre subconscient. Lorsqu'elles le feront, écrivez-les immédiatement. Une seule grande idée peut révolutionner complètement votre travail et donc votre vie. Si vous voulez développer les muscles de votre corps, vous ferez un certain type d'exercice tous les jours. L'esprit se développe de la même manière, avec la différence que les bénéfices ne sont en aucune proportion avec le temps et l'énergie investie. L'esprit de l'homme peut soulever n'importe quoi, mais même ses muscles, même les plus développés, sont insignifiants comparés à ceux de certains des animaux les plus stupides de la Terre. Si l'homme avait dépendu de ses muscles pour survivre, il aurait probablement disparu, tout comme les dinosaures, qui étaient physiquement les créatures les plus puissantes ayant jamais existé. Permettez-moi de vous donner quelques-uns des résultats que m'ont communiqué certaines personnes en suivant cette routine d'1 heure par jour. Un vendeur d'articles de bureau a vendu plus de produits de son entreprise en un seul mois que ce qu'il avait vendu en une année entière. Pendant les 4 années que j'ai passées dans l'entreprise et une enseignante d'école du dimanche avec 5 élèves s'est fixé pour objectif d'en avoir 30 dans sa dernière lettre. Elle m'a dit qu'elle a maintenant une classe de 25 élèves. J'utilise ce système depuis des années et cela m'a procuré certaines des expériences les plus gratifiantes de ma vie, et cela ne coûte que 5 heures par semaine. 5 heures sur 168 valent la peine. Bien sûr que oui, c'est comme consacrer 5 heures à creuser dans une mine d'or pur, car ton esprit est tout cela et bien plus encore. Chaque fois que tu écris ton objectif en haut d'une feuille de papier, ne t'inquiète pas et ne te tracasse pas. Considère-le comme quelque chose qui attend juste d'être atteint, comme un problème qui attend d'être résolu. Affronte-le avec foi et utilise toutes les forces de ton esprit pour lui trouver une solution, et crois-moi, tu y arriveras. Cela nous met chacun au volant. Récapitulons brièvement. Cette semaine, commence à consacrer 1 heure par jour à trouver autant d'idées que possible. Essaie d'en avoir 20 par jour sur des façons d'améliorer ce que tu fais actuellement. Ne baisse pas les bras. Rappelle-toi que le succès de ton objectif dépend probablement de cela, tout comme tout ton avenir. Une fois que tu commences à exercer ton esprit de cette manière, je sais que tu voudras continuer. Si tout ce que tu as maintenant est le résultat de l'utilisation, disons, entre 5 et 10% de ta capacité mentale, tu peux imaginer comment sera ta vie si tu peux augmenter ce chiffre jusqu'à 20% ou plus. Les personnes qui réussissent ne sont pas des personnes sans problème, elles ont simplement appris à résoudre les leurs. Ne perds pas de temps ni d'énergie à t'inquiéter pour des choses inutiles. 40% d'entre elles ne se produiront jamais, 30% ont déjà eu lieu et ne peuvent être changées, 12% sont des préoccupations inutiles concernant notre santé, 10% sont des détails sans importance, et seulement 8% sont authentiques.
Essaie de séparer les authentiques des inutiles et résous celles qui sont à ta portée. L'humanité a progressé plus au cours des 50 dernières années qu'au cours des 10 000 années précédentes de civilisation humaine. Newsvivens don LH de or Kaleholm Areve et Prix depuis de siècles et c'est la vie sommelier. La seule chose au monde qui peut te mener à tes objectifs, c'est ton esprit, l'utilisation efficace que tu en fais et la mise en œuvre des bonnes idées qu'il te fournit. Chacun de nous a tendance à sous-estimer ses propres capacités. Nous devrions nous rendre compte que nous avons de grandes capacités, qui pourraient même frôler le génie, et qui peuvent être exploitées. Merci et à la prochaine Audiolibro.